Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Vox Hebdo sur Vox TV. Les sujets en débat: rencontre Donald Trump avec Poutine sur l'Ukraine en Alaska, prise des fonctions du président du Conseil supérieur de la liberté de communication, célébration des 65 ans de la fête de l'indépendance du Congo-Brazzaville. Avec moi sur ce plateau, Alphonse Ndongo, journaliste économique, spécialisé des questions économiques, Albert Nyanzukuta, directeur de publication du journal La Semaine africaine, et Mondésir Ondende, journaliste. Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau de Vox Hebdo. Je vous invite à suivre ce premier reportage pour aborder notre premier sujet. Des discussions constructives, des remerciements, mais pas de grande annonce. En Alaska, les présidents russes et américains sortent satisfaits de leur rencontre, sans donner de détails ni répondre aux questions des journalistes. J'espère que l'accord d'aujourd'hui sera le point de départ, pas seulement pour résoudre la question ukrainienne, mais aussi pour nous aider à faire renaître les relations commerciales et pragmatiques entre la Russie et les États-Unis. Nous avons une rencontre très productive. Nous sommes tombés d'accord sur de nombreux points. Il ne reste que quelques points à régler, un en particulier, mais nous avons de grandes chances de parvenir à un accord. Pas d'accord bilatéral entre les deux parties, car Donald Trump doit d'abord discuter avec ses partenaires, l'Ukraine bien sûr, mais aussi l'OTAN et les Européens. Ce sera en fin de compte à eux de décider s'ils sont d'accord avec ce qu'ont proposé Marco, Steve et les excellentes personnes de l'administration Trump qui étaient présentes aujourd'hui. Aux grandes dames de Vladimir Poutine, qui met d'ores et déjà en garde ses homologues ukrainiens et européens contre toute tentative de blocage des discussions. Nous partons du principe que Kiev et les capitales européennes prendront tout cela dans un esprit constructif et ne créeront pas d'obstacles ni ne tenteront de saper les progrès par des provocations ou des intrigues en coulisses. Tout sourire, le président russe conclut l'échange par une invitation. La prochaine fois à Moscou. Ah, c'est intéressant ça, je ne l'avais pas vu venir, mais je peux imaginer que cela puisse arriver. Merci, merci à tous. Reste à savoir si les langues vont se délier une fois que les deux présidents auront regagné leurs capitales respectives. Voilà donc la rencontre Trump-Poutine tant annoncée a eu lieu. Albert, finalement, que peut-on retenir de cette rencontre? Et a-t-il eu des avancées sur la question de l'Ukraine? Tant qu'ils n'ont rien dit, nous n'en saurons rien, nous n'en dirons rien, pas plus nous que d'autres commentateurs beaucoup plus proches du dossier, mais il faut retenir le côté positif. Vous savez, dans une logique de verre à moitié vide, à moitié plein, il faut partir toujours de l'hypothèse que ce qui s'est fait maintenant ne pouvait pas être fait il y a 2-3 mois, tant les volontés des uns et des autres et surtout les égos des uns et des autres s'arc-boutaient sur des questions de principe et ne nous faisaient rien voir de ce qui pouvait arriver. Donc ici, aussi bien le président Poutine que le président Trump ont essayé de tout faire pour que, vous savez, il y a encore 6 mois, Vladimir Poutine n'acceptait pas d'entendre parler du mot fin de la guerre, même le mot de guerre en Ukraine était banni, donc il parlait toujours d'opération spéciale. Alors nous avançons à petits pas. Donc c'est pourquoi, pour juger de l'ensemble de cette démarche-là et comprendre sa portée, son importance, il nous faut attendre la deuxième rencontre qui est prévue entre Monsieur Zelensky, le président Trump, et puis un ou plusieurs partenaires européens. Donc c'est cela qui va décanter un peu l'horizon. Donc pour l'instant, nous ne pouvons que espérer que ce qui s'est dit là-bas va être de bon augure pour la suite et ne pas trop, comme le disent trop facilement, le font trop facilement mes confrères et consoeurs, jeter l'eau du bain avec le bébé qui a servi à le laver. Donc voilà, nous n'en savons rien et nous attendons. Nous attendons, d'accord. Alphonse, est-ce que avec la rencontre entre Poutine et Trump,
peut-on envisager vraiment la fin de la guerre en Ukraine? Les Russes vont-ils raviser leur position pour mettre comme main basse et oublier, en fait, arrêter cette opération engagée en Ukraine? Bon, c'est vrai qu'en l'état actuel des choses, il est difficile de déchiffrer qu'est-ce qu'il va en résulter à l'issue de cette rencontre, mais on sent quand même qu'il y a un engagement entre les deux parties, hein, Trump qui a été obligé de se raviser après avoir promis des sanctions contre la Russie si elle ne venait pas à respecter l'échéance que les États-Unis lui avaient fixée. Mais là, on sent quand même que de part et d'autre, on essaie de mettre de l'eau dans le vin. On a senti que les Européens voulaient absolument s'inviter à cette rencontre. Le niet de Poutine a fait que finalement, Trump accepte une rencontre à deux, dont sans Zelensky. On a suivi à travers le reportage que Poutine a émis une invitation pour que Trump puisse se rendre à Moscou. Cela montre quand même qu'il y a certainement eu beaucoup de bonnes choses qui ont été dites. Maintenant, il faut se méfier de nos confrères et consoeurs occidentaux. Depuis qu'il y a cette crise entre la Russie et l'Ukraine, on sent que les journalistes n'arrivent pas, surtout nos consoeurs et confrères occidentaux, n'arrivent pas à se mettre en lévitation pour vraiment prendre la mesure de la chose et être sur le terrain de la pratique journalistique. Vous sentez très bien qu'il y a un parti pris. Et qui plus est, il s'agit de Trump, qui n'est pas vraiment le bienvenu avec sa guerre contre les mouvements LGBTistes, sa façon de concevoir la crise entre l'Ukraine et la Russie. Cela lui vaut une volée de bois vert de la part d'une bonne partie de la presse occidentale. Et c'est pourquoi je préfère rester un tout petit peu prudent, ne pas absolument ingurgiter tout ce que nous disent nos confrères au sujet de cette rencontre. On vous dira même que quand je suivais un peu la revue de presse ce matin, vous avez la presse française qui pense que c'est plutôt Poutine qui s'en tire à bon compte, que Trump, franchement, n'a pas été à la mesure des attentes. Donc, vous voyez, on est dans cette configuration. Vous avez des va-t-en-guerre au niveau de l'OTAN et un Trump qui est assez internationaliste, qui essaye de jouer l'équilibre pour qu'on ne s'achemine pas continuellement sur l'escalade de la violence, avec tout ce que cela comporte, comme déjà perte en vie humaine, perte au niveau, n'est-ce pas, de l'économie. Je pense que l'approche de Trump, moi je suis de ceux qui pensent que c'est une bonne approche, parce qu'il fallait d'abord cette rencontre avec Poutine, au lieu de l'élargir tout de suite aux autres protagonistes, notamment Zelensky, qui, on le sait, est comme quelqu'un qui est réchauffé par des Européens à tout instant et qui nous font le briefing, qui lui disent non, c'est ce que tu dois dire, c'est ce que tu dois faire. Donc, attendons voir le but. Je pense que c'est pour qu'on arrive à une paix mondiale. On a senti souvent la Chine qui est toujours en train de jouer aussi à sa petite partition en exigeant qu'il y ait un monde beaucoup plus en paix pour que l'on accède franchement à un développement économique et financier harmonieux. Oui, mon désir, est-ce l'initiative de Trump, quand on regarde, peut-on se rassurer que c'est une initiative qui pourra aboutir à une paix totale, comme le souhaite Alphonse? Oui, en tout cas, j'ai suivi mes deux prédécesseurs, ce qui a lieu quand même de souligner dès le départ que la rencontre en valait la chandelle. Aujourd'hui, lorsqu'il y a ce genre de situation où la paix est remise en cause, c'est normal que les partis cherchent à se rencontrer. Il faut quand même rappeler que la dernière rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine date de 2019. Entre-temps, il y a eu Joe Biden qui a accédé à la présidence et Donald Trump est revenu. Et la situation de l'Ukraine, en conflit avec la Russie, a vu le jour sur la présidence de Joe Biden. Oui. Donald Trump, pendant qu'il était en campagne, disait déjà dans ses joutes verbales qu'effectivement, dès qu'il accède à la présidence, en une journée, il mettait fin à la guerre. En tout cas, il a buté face
aux deux côtés, le côté russe et le côté ukrainien. Et donc là, Donald Trump, après avoir émis une volonté de sanctionner la Russie qui semblait bloquer ce processus de négociation et de paix, alors il a bien voulu recevoir Vladimir Poutine. Déjà, c'est un premier pas. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'au-delà de tout ce que nous disons, en relation internationale, les États n'ont pas d'amis. Seuls les intérêts comptent. Aujourd'hui, Donald Trump a bel et bien cette volonté, effectivement, de faire en sorte que les deux parties se retrouvent autour d'une table. Vous allez voir que c'est les rapports de force qui rentrent en ligne de compte. Vous allez remarquer, si vous vous en rappelez, que lorsque Trump reçoit Zelensky, c'est pas le même ton qu'il emploie avec Vladimir Poutine. Vous sentez déjà qu'il y a une dichotomie. Parce qu'avec Zelensky, c'était carrément comme un enfant qu'on est en train de réprimander. Mais là, avec Trump, vous sentez que c'est amical. Avec Poutine. Avec Poutine, plutôt, c'est très poli, c'est convivial, effectivement, parce que de l'autre côté, il y a quand même la Russie géopolitique internationale. Donc, les bases ont été posées, c'est déjà un premier pas. Mais ce qui choque également les observateurs, c'est que c'est les États-Unis et la Russie qui se retrouvent pour décider de l'avenir de l'Ukraine. Donc, les gens sont un peu étiquetés du fait que, dès le départ, l'Ukraine n'a pas été associée. Mais Trump a su balayer cet argument que les gens ont émis à tort ou à raison. Il a dit effectivement qu'il fallait d'abord poser des bases avec Poutine et la prochaine rencontre, à ce moment-là, ça va être tripartite de manière à ce que l'Ukraine rentre dans la norme. Mais ce que les Ukrainiens et l'OTAN redoutent, c'est que Donald Trump est un homme imprévisible. C'est un homme qu'on ne peut pas cerner parce que il jouit d'une ambivalence abyssale. Donc, à tout moment, il peut basculer d'un côté comme d'un autre. Donc, les gens ne savent pas à quoi s'attendre avec lui. Voilà pourquoi les Européens pensent que Trump négocier directement avec Poutine, ça peut, à ce moment-là, mettre à mal les intérêts de l'Ukraine et des Européens, parce que Trump, il peut dire un certain nombre de choses qui, demain, facilement, il peut changer de langage. Voilà, c'est ce côté imprévisible de Donald Trump qui inquiète un peu les observateurs et surtout les Européens. Oui. En tout cas, sur le dossier ukrainien, je pense qu'on n'a jamais été aussi près d'une annonce de pacification, d'arrêt des combats que depuis 3 ans maintenant. Le fait qu'on en parle même, qu'on en discute, quel que soit ce qui va sortir du prochain sommet que Vladimir Poutine souhaiterait accueillir à Moscou, je pense que nous compterons cette rencontre-ci comme étant une des étapes qui ont préparé, qui ont conduit à ce qui sera la paix souhaitée par tous. Ok, nous sommes comme d'habitude dans l'attente, puisque il y a une deuxième manche. Alaska n'était qu'une première manche. Il y aura une deuxième manche puisque Trump aussi a dit qu'il va consulter après Zelensky et les Européens, espérant que ces initiatives qui sont prises conduiront véritablement à la paix en Ukraine. Nous allons passer à notre deuxième sujet et je vous propose cet élément. Je jure de remplir loyalement mes fonctions. C'est par un acte de serment symbolique devant le ministère de la Communication et des Médias que le nouveau président du Conseil supérieur de la liberté de communication et ses membres ont manifesté leur engagement à remplir avec abnégation la noble mission qui leur est confiée. Conformément au texte régissant cette institution, le procureur général de la Cour suprême a par ailleurs rappelé à cette nouvelle équipe l'importance de respecter les missions qui lui sont assignées. Il s'agit de garantir aux citoyens le libre accès à l'information et à la communication. Veiller à l'accès équitable des partis et groupements politiques, des syndicats et des associations à l'audiovisuel public. Après la prestation de serment, Médard Milandou, qui prend désormais les commandes du Conseil supérieur de la liberté de communication, a officiellement pris ses fonctions lors de la cérémonie de passation de pouvoir avec le président sortant Philippe Mouveau. Ce dernier a exhorté la nouvelle équipe à redynamiser cette institution régulatrice des médias.
vous souhaite d'accomplir une très belle mission pour que le Conseil puisse toujours et toujours aller de l'avant, que son enseigne puisse toujours et toujours continuer à briller. Conscient des tâches qui lui incombent, Médard Milandou a promis de relever les défis afin de garantir l'accès à l'information et la liberté d'expression. Eu égard à cet immense honneur et la grande confiance ainsi témoignée, je voudrais formuler une promesse, celle d'accomplir ma mission avec détermination et l'engagement de réussir. Philippe Mvo a également légué au nouveau président les projets et dossiers en cours de traitement nécessaires au bon fonctionnement de cette institution, défenseur des droits à la communication. Médard Milandou, nouveau président du Conseil supérieur à la liberté de communication, un journaliste, Alphonse. La présidence du Conseil supérieur à la liberté de communication est revenue maintenant à un journaliste. Comment entrevoyez-vous les rapports avec la presse de cette institution? Ce qu'il faut noter, c'est que depuis la création du Conseil supérieur à la liberté de communication, c'est la première fois qu'un journaliste est donc nommé comme président, parce que le premier président, c'était Jacques Bananganzala, et puis il y a eu Philippe Mvo. En passant une parenthèse, il faut pas oublier le bon travail que Philippe Mvo a pu mener en tant qu'homme politique, parce que j'étais de ceux qui pensaient que Philippe Mvo, venant du comité central du Parti congolais du travail, dont le parti au pouvoir, serait certainement embrigadé dans une façon beaucoup plus orientée dans le cadre de la régulation de la presse dans notre pays. Mais je crois qu'il a été celui qui, à un moment donné, lorsqu'un journaliste avait un problème, il pouvait aller faire entendre raison à ses ex-collègues, si on peut appeler ça ainsi, du Parti congolais du travail, et pour que ces gens comprennent que les problèmes, les délits de presse se traitent au niveau du Conseil supérieur de la liberté de communication et non au tribunal. Alors, en ce qui concerne Médard Milandou, c'est donc une bonne nouvelle de savoir que c'est un journaliste qui va désormais présider aux destinées de notre Conseil supérieur de la liberté de communication, l'organe de régulation des médias dans notre pays. Médard Milandou, on le sait très bien, il est nanti d'une grande expérience en tant que journaliste culturel, mais aussi il a été journaliste cérémoniel, c'est-à-dire maître de cérémonie au niveau de la présidence de la République. Alors, c'est là où intervient certainement ma petite inquiétude. Médard, il y a Médard comme je l'appelle souvent, lui qui est resté un tout petit peu loin donc de la pratique journalistique, parce que si vous remarquez bien, les journalistes qui sont tout le temps traduits devant le Conseil supérieur de la liberté de communication, c'est beaucoup plus des faits, des délits de presse liés à ce qui est politique, dans une moindre mesure à ce qui est économique, mais alors pas du tout sur le plan culturel. Alors, ça fait qu'un bon président aujourd'hui doit être au fait des choses, doit être quelqu'un qui, à un moment donné, lui-même a été dans la pratique journalistique en ce qui concerne la politique. Est-ce que donc Médard, comme je l'appelle souvent, aura des coudées franches? Comment peut-il se comporter si on lui dit un journaliste est accusé par un homme politique, par quelqu'un de la famille présidentielle? Quelle est l'attitude qu'il aura? Est-ce qu'il saura se mettre en lévitation pour justement faire que ce soit les bonnes pratiques en matière de régulation qui soient de mise, ou alors il aura un parti pris, sachant que, de toute façon, il a été longtemps dans les sphères de la République. C'est vrai que ce problème, voilà. Et il faut reconnaître une chose, ce n'est pas une particularité congolaise, parce que ce problème se pose dans pratiquement tous les pays africains. C'est-à-dire, les conseils de régulation sont généralement dirigés, si vous voulez, les dirigeants sont nommés par l'exécutif. Et donc, j'espère que Médard sera certainement celui qui peut donc profiter, comme l'a fait Mvo, du fait de sa proximité avec ces hautes sphères de la politique de chez nous, pour leur faire entendre raison que non, lorsqu'un journaliste commet un délit de presse, entre guillemets, ce genre de situation se gère
au Conseil supérieur de la liberté de communication et non au tribunal et non, je ne sais pas, au niveau de la gendarmerie ou de la police. Albert, Médard Milandou, un journaliste qui prend maintenant les rênes d'un organe qui doit traiter les journalistes. C'est une chose heureuse. Je crois que c'est l'idéal aussi de ce que nous recherchons, que les problèmes de la corporation soient tranchés, traités, promus par un homme, une femme de la corporation, donc qui connaît bien le milieu, les hommes et les femmes qui pratiquent le métier de journaliste chez nous. Moi, les inquiétudes, non, je n'en ai pas forcément. Mais par rapport à l'ancienne équipe, ce que je souhaiterais, c'est que Médard Milandou vienne et assainisse les relations d'abord au sein du Conseil. Parce que là, nous avions dans l'équipe sortante des îlots de privilégiés qui étaient l'un pour le président, l'autre contre lui, travaillant donc à U et à Dia, et ça ne donnait pas une très bonne impression. En plus, il y a aussi le fait que les journalistes tels qu'ils sont doivent connaître un petit peu la marche et le fonctionnement de leur institution. Or, dans l'ancienne équipe, nous avions des membres du parti qui continuaient à être directeurs de journaux, sans le dire ou tout en le disant, mais nous tous nous savions qui était directeur de tel organe de presse, etc. Et donc, ça faussait un tout petit peu la règle. Alors donc, ce qui vient aujourd'hui, ça n'est pas parce que c'est nouveau que ça sera forcément beau et juste, mais parce que c'est nouveau, donc Médard Milandou devrait en profiter pour établir je crois, les bonnes règles sur de bonnes bases. Je pense qu'ils ont leur première réunion dans la semaine qui vient. Et puis, bon, voilà. Donc, nous comptons sur lui pour que le métier de journaliste cesse d'être un peu écartelé entre le respect à la profession et l'obédience à ceux qui ont nommé. D'accord. Mon désir. Médard Milandou, chroniqueur culturel, maître de cérémonie, aujourd'hui à la tête du Conseil supérieur de la liberté de communication, sera-t-il embrigadé par son origine? Oui, il va épouser la cause vraiment des journalistes. Bon, mais mon doyen qui est là, M. Alphonse, l'a dit. Ce que nous craignons, ce que nous redoutons, mais on est libre d'émettre un peu notre avis, on est un peu sceptique, d'autant plus que celui qui est nommé, rien à voir avec la personne en tant que telle, mais il sort quand même de la présidence avec déjà une obédience. Parce que l'article 212 de la Constitution du 25 octobre 2016 institue le Conseil supérieur de la liberté de la communication. C'est 2015. 2015. Et cet organe est donc l'autorité administrative chargée donc de veiller à la liberté de la communication et à des missions très importantes. Permettez-moi de façon pêle-mêle d'énumérer néanmoins peut-être 4 missions. Première mission, le Conseil garantit aux citoyens le libre accès à l'information et à la communication. Deuxièmement, le Conseil suit les médias et assure leur protection contre les menaces et les entraves dans l'exercice de leurs fonctions d'information libre et complète. Troisièmement, le Conseil a pour mission de favoriser la libre concurrence et l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. Je prends le dernier parce que c'est quand même toute une litanie, on va pas s'éterniser. Le Conseil veille à la qualité du contenu et à la diversité des programmes audiovisuels et au développement de la production et de la création audiovisuelle nationale. Voilà les quelques missions. Et c'est vraiment sur ces aspects-là que nous attendons la nouvelle équipe, parce que déjà, le doyen Alphonse l'a dit, admettons qu'aujourd'hui, avec des gens qui sont un peu mal à l'aise, qui se sentent lésés lorsque des journalistes émettent leur avis sur des questions de développement du pays, et quelquefois on les appelle, on les intimide et on les traduit devant les tribunaux parce que entre guillemets ils sont peut-être un peu du pouvoir, etc.
Maintenant, aujourd'hui, avec Mesdames Milandou qui est président du Conseil, comme l'a dit celui qui est à ma droite, est-ce qu'il aura l'étoffe d'aller va-t-en guerre avec ces personnes-là qui veulent à tout prix nuire aux journalistes qui ne demandent qu'à faire leur métier. Donc, nous attendons, dès le départ, nous disons effectivement que le souhait, c'est de voir un conseil qui protège la corporation, qui veille à ses missions de manière à ce que les journalistes soient libres, en tout cas, de diffuser l'information et facilement qu'ils aient l'accès à l'information. Et aussi pour permettre effectivement le côté, comme on a dit, pluraliste des opinions, sans qu'on soit là peut-être à chercher à ce que ces journalistes se mettent dans la peau de ripolliner un peu la vérité, mais que nous soyons vraiment avec un conseil qui protège, qui permet la concurrence et qui en période électorale permet également à ce que tous les partis, que ce soit de l'opposition, de la majorité, du centre, puissent avoir les mêmes temps de parole, les mêmes traitements que le parti au pouvoir. Voilà le souhait. Mais bon, on va voir sur le terrain ce que le Conseil pourra donner. Mais nous avons écouté le procureur de la République rappeler les missions du Conseil, surtout au niveau de l'accès équitable. Est-ce là, y aura-t-il encore doute puisque le pouvoir lui a rappelé ses missions? Est-ce que oui, mais parce que nous sommes dans un pays où on rappelle en théorie les missions. Ce qui reste à faire, c'est la pratique. En soi, les théories sont là, les missions sont bel et bien écrites, mais c'est dans la pratique. C'est là qu'on attend Mesdames Milandou et toute son équipe. C'est dans la pratique. Est-ce que nous mettons en pratique ce qui est écrit de façon théorique? Voilà. Ok, Albert. Oui, non, mais je parlais d'assainissement des relations à l'intérieur de l'institution, mais sans oublier l'assainissement des relations aussi entre le Conseil et le ministère de la Communication. Nous avons vu au cours des 2-3 dernières années de célébration de la journée de la presse, comment est-ce que ça flottait, comment est-ce que nous ne savions pas si finalement ça se célébrait et où, et qui était finalement le maître d'œuvre de la cérémonie. Alors, est-ce que c'est le Conseil, est-ce que c'est le ministère? Les relations, je crois qu'on le sait, entre le président Mvo et le ministre n'étaient pas des plus parfaites. Donc, il faut assainir tout ça et voir où est-ce que nous allons et qu'est-ce que nous voulons faire. Nous parlons ici de la liberté de communication. Personnellement, je dirais, les politiques ne sont pas là pour garantir la liberté de la communication. Ils sont là pour eux aussi faire prévaloir leur point de vue. Et ce point de vue-là ne peut pas être acquis, une fois pour toutes par les professionnels des médias. Nous devons combattre pour le conquérir. Ok. Alphonse, vous voulez ajouter quelque chose? Non, ce qu'il y a peut-être mieux de dire, c'est que c'est bien ce que je peux envoyer comme message à Mesdames Milandou, que j'appelle toujours Yaya, c'est pour dire oui, vous avez été un très bon journaliste culturel et je pense qu'en Afrique centrale, il faut compter sur les doigts d'une main, il y a Manda Tchibwa en RDC, et il y avait Alain Saint-Pierre au Gabon et Mesdames Milandou au Congo. Maintenant là, il ne s'agit plus de culture, il s'agit de venir vraiment défendre les journalistes, de s'occuper de la régulation du secteur, et nous espérons qu'il saura donc mettre à profit son carnet d'adresses acquis aux sphères de la République pour faire prévaloir justement les principes que vient de rappeler mon confrère Mon Désir. Merci beaucoup. Nous sommes donc à l'affût de voir ce que Mesdames Milandou va produire comme action à la tête du Conseil supérieur de la liberté de la communication. Ce ne sont pas les remous qui vont manquer dans la presse congolaise. Je vous invite à une pause et nous allons nous retrouver bien après.